Ce n'est pas joli de mentir. Ne mentez pas, Tom. Salut la caverne du ciné, salut les caverneux. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus. Alors vous le savez tous, maintenant je parle de cinéma français à longueur d'année. Mais il faut bien le dire, je ne peux pas mettre en avant tous les bons films de chaque année. Franchement, c'est impossible. Alors c'est pour ça qu'avec H, on va revenir ensemble sur un certain nombre de films de chaque année et mettre en avant certains longs métrages français dont personne, franchement, ne parle jamais sur YouTube. Et on va commencer avec l'année 1960. Salut H, tu vas bien? Salut Steve, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, impec. Alors, nouvelle aventure, nouveau concept. Eh ben, nouvelle A- aventure, nouveau concept, en espérant ap- que ça va Après plaire. les classiques. Après les classiques, ouais. Voilà. Donc H, vous le connaissez maintenant, hein, pour les plus fidèles d'entre vous, puisqu'il a déjà participé à quelques rétros sur la chaîne, à l'émission À nous les navets, bien sûr, que j'avais lancée en début d'année. Et on évoque également certains classiques du cinéma avec H. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur le film Les Oiseaux, et franchement, vous êtes très nombreux à ne pas l'avoir vue, car manifestement, elle n'a pas intéressé grand monde, il faut bien le dire. Je vous laisse le lien en description. Et avant de continuer, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et franchement, merci, ça aide beaucoup la chaîne. Alors, comme dit avec H, on va commencer cette série de vidéos avec l'année 1960. Et on va chacun vous présenter finalement notre top 5. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à faire un bond dans le passé pour revenir en 1960. Allez, go, c'est parti. Dis-lui que sa citerne, elle aura un peu la gueule de travers. Dis-lui que lui, il a déjà la gueule de travers. Et qui c'est qui a la gueule de travers? Alors moi, vous allez tout de suite voir mon numéro 5 de l'année 60. Donc, ça va s'afficher devant vous. Voilà. Donc, il s'agit du film Les Vieux de la Vieille. Donc, un film quand même assez célèbre. Qu'est-ce qu'il en prend? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, qui sont chez eux. Mais qu'ils n'ont plus l'âge de se laisser casser les sabots par des opinions étrangères iconifiantes. Place qu'ils ont. Allez les pépés, vous échauffez pas, hein? Donc, alors, Les Vieux de la Vieille, c'est quoi? C'est une comédie réalisée déjà par Gilles Grangier. Donc, c'est vraiment du vrai cinéma de papa. C'est une adaptation, en fait, du roman Les Vieux de la Vieille de René Fallet, donc revisité par Michel Audiard. Et vous allez me dire, René Fallet, c'est qui? Les romans de Fallet ont très souvent été adaptés au cinéma, vous le savez, comme par exemple Un idiot à Paris ou encore la fameuse Soupe aux choux. Et il faut quand même noter que c'est déjà la 7e collaboration entre Jean Gabin et Gilles Grangier. Donc je vais vous faire un petit résumé rapide de ce film. C'est 3 amis râleurs finalement qui sont très farceurs, qui quittent en fait leur village à pied et qui vont partir s'installer à l'hospice de Gouillette. Pourtant, au grand désespoir des habitants, et en fait, ils vont décider finalement à la fin de revenir au village. Vas-y, mon bâti! Mais qu'est-ce que t'as fait de ta femme? On se faisait une joie de la revoir, nous deux. Vérole de bois de ligne, ne causez plus jamais, c'est le sacré gars, jamais plus! Et je vais vous donner tout de suite un peu le box-office et l'accueil critique. Donc, ce film, en fait, il a été un succès commercial quand même, parce qu'il a attiré près de 3,5 millions de spectateurs dans les salles, ce qui le classa quand même à la 10e place du box-office en 1960. Alors, au niveau du casting, on a forcément, vous le savez tous, on a Jean Gabin, mais on a été gâtés pour ce film parce qu'en fait, on a les 3 têtes d'affiche. Donc, je vais vous les trouver, les 3 têtes d'affiche. Ils sont là. Donc, à gauche, on a Jean Gabin, on a Noël au milieu et on a Pierre Freinet, donc à droite. Mais également des bons second rôles comme Paul Mercey, on a également Robert Dalban ou Jacques Marin. Alors, Jean Gabin, il retrouve ici Pierre Freinet, son partenaire mythique du film de La Grande Illusion à l'époque. Franchement, je vais vous dire que je me rappelle que j'ai eu du mal, franchement, à reconnaître le capitaine Boldieu ou le docteur Rémi Germain dans Le Corbeau. C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Ah mais, justement, t'es-tu encore ce que t'étais? Ah, 14 de tension, quand on m'emmerde pas. Parce que moi, Pierre Freinet, là, je ne reconnais pas du tout. Alors maintenant, je sais que c'est Pierre Freinet, voilà, je le sais. Mais la première fois que j'ai vu ce film, franchement, je ne l'ai pas reconnu. Alors, je ne sais pas si ça fait pareil, H, pour toi. Parce que j'imagine que tu as vu de nombreuses fois ce film. Oui, je l'ai vu de nombreuses fois. Quoique là, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu, mais oui, de toute façon, ça reste un classique, hein.
Ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu l'as reconnu, toi, vraiment, Pierre Freinet? Sur le coup, non, je l'avais pas reconnu. Non. Non, C'est non. vrai. Autant Gabin ou Noël, tu vois, on les reconnaît bien, je sais pas, enfin, mais Pierre Freinet, je sais pas. Tu sais, j'ai du mal, tu sais, en fait, si tu regardes par exemple le film, tu vois, La Grande Illusion ou Le Corbeau, et que d'un coup tu le vois là, tu as vraiment du mal à le reconnaître, quoi. C'est Bah, vraiment. c'est vrai que comme en fait il avait, toi, les cheveux, il était brun, toi, les cheveux noirs, Ouais, avec c'est sa ça, ouais. petite moustache. Et Même là, là, j'ai c'est du vrai mal. que voilà, là, ça te décompte. Parce que là, voilà, les cheveux blancs, donc bon, il a vieilli, hein. Ouais, vraiment Mais, beaucoup, ouais. Ouais. Ah, c'est dingue, là, même là, à gauche, ouais, hein. mais on Et dirait donc, que quelque part, Noël et Gabin, ils ont mieux traversé le temps, quoi. Bon, au niveau de leur visage, ils ont pas trop bougé, quoi. ils ont pas trop changé, c'est ça, ouais. Et à noter d'ailleurs que c'est le dernier film tourné par Pierre Freinet, hein, avant qu'il mette fin à sa grande carrière au cinéma. Mhm. Et Les Vieux de la Vieille, en fait, j'ai envie de vous dire, je les mets en 5e position parce que, bah, déjà, j'aime beaucoup ce film quand même. C'est une confrontation, on va dire, entre 3 monstres sacrés, c'est un peu une grosse farce où on peut dire que allez, on peut dire que le surjeu est un peu élevé au rang d'art quand même parce que ça surjoue beaucoup quand même, pour certains, carrément, c'est peut-être du cabotinage, je sais pas. En tout cas, c'est un portrait un peu des ravages de la vieillesse et ce qui est marrant, c'est que quand je revois le film aujourd'hui, en fait, je constate que les plaintes sont quasi identiques, tu vois? Malgré le temps qui passe. À chaque nouvelle génération, c'est la même chose, tu vois? À notre époque, on savait s'amuser, la musique actuelle c'est que du bruit, le respect se perd. Nous, on a travaillé dur contrairement aux jeunes fainéants et cetera. Enfin, c'est un peu tous les clichés qui sont ressassés par ces vieux, dont le village voudrait bien se débarrasser. Tant que tu seras au bourg, tu coucheras chez moi. C'est ben brave, t'as pas. Car là-dessus, tu vas dormir comme un loir. Question moelleux, tu trouveras pas mieux à Gouillette, gars. Et pour moi, en fait, ça représente en fait, vraiment la quintessence du film de papa. C'est un film simple et nostalgique, très doux, avec un côté, léger, à l'ambiance vraiment rurale que moi j'adore. Et quand je vois Les Vieux de la Vieille, moi je plonge dans cette époque, à bras ouverts et franchement ça me fait beaucoup de bien et je m'y retrouve, totalement. C'est vraiment, un grand plaisir à chaque fois de revoir ce film, quoi. Et là, par exemple, là, je vous mets une photo d'une scène un peu culte quand ils sont dans le cimetière. Oh, bah c'est le point étonnant, c'est une Zodiac. C'est pour une bonne marque? Bon, la pourriture, bah c'est comme votre vélo. D'abord, il n'a qu'une de marque, c'est l'hirondelle. Le reste, c'est de la merde en tube. Alors après, je vais pas trop spoiler si certains n'ont peut-être pas encore, vu le film ou veulent redécouvrir ce film après de nombreuses années, vu qu'on est en 1960. En tout cas, H, toi, je sais pas s'il est dans ton top 5 ou pas, puisque je connais pas ton top 5, mais j'imagine quand même, vu que je sais que tu aimes bien Gabin, tu l'as apprécié aussi. Ah oui, 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 j'ai apprécié le film. Bah, c'est vrai que là, ces trois bougons qui sont très attachants, Ouais, très, ouais. voilà, ils font leur numéro. Voilà, ça reste avec les dialogues d'Audiard, ça reste toujours du haut du panier, hein. Les vieux gars, faut point vieillir. On a le droit de tout faire, de voler, de piller, mais faut point vieillir. Et qui chante là? Eh ben, je dis que quand on est vieux, on sait quand c'est qu'on se baisse, mais on sait pas quand c'est qu'on se relève. Je pense qu'ils se sont bien amusés pendant le tournage et Ah, je pense aussi, bah, c'est vrai qu'il y a un petit peu, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu surjoué forcément. oui, oui, oui. Oh bah, Gabin en fait des caisses, hein, mais... Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais ce qui D'ailleurs, est bien, enfin, ouais. excuse-moi de te couper, de ce que je me rappelais, c'est que, en fait, bon, Gabin, il a le charisme qu'il a, mais on sentait que il laissait la place aux autres acteurs. Toi, il n'essayait pas de s'imposer ou autre. Et c'est ça qui est bien, en fait, tu vois, c'est vraiment les trois, quoi. Là, ouais, là, les 3, ils sont vraiment à jeu égal. Là, vraiment, les 3. On sait que, bon, Gabin était la star, mais il jouait pas les stars. Baptiste, tu peux écrire à ton ami Malvoisin. C'est décidé, je m'en vais avec toi à Gouillette. Décidé, ben Dieu de bonne fête. À Gouillette, on passera nos jours étendus dans le gazon. Et surtout, en fait, ben voilà, ce que moi j'aime bien, c'est quand ils partent en fait vers justement les hospices, tu vois, et qu'ils Ouais. partent en fait, parce qu'il y a des gens qui veulent tu sais, les emmener en voiture, ou on veut les chercher. En fait, non, eux, ils tiennent à marcher, quoi. Donc, Et cette scène est pleine de nostalgie parce qu'il regarde ses enfants ouais, comme ça, de ce que eux ils étaient à leur exactement, parce époque, qu'ils, quoi. c'est ça, parce que tu le dis bien, ouais, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, ils se remémorent en fait sur le chemin pour aller aux hospices. Ouais. Exactement, un peu, ils ont des flashbacks, un peu de nostalgie.
Et puis là, il voit les 3 gamins, en fait, ouais, c'est vraiment, puis chacun et puis forcément chacun a un petit peu ses humeurs et chacun critique, la femme de l'autre, le métier de l'autre ou enfin, ouais, c'est sympa, ouais. Vive la laïcité! Oh, bah, à cette heure, on sait de quoi qu'il est mort, le pauvre voisin. Il est mort de 20 souhaits. Elle est même mort en état de péché mortel avec toutes les menteries qu'il m'a faites. Tu rien à rajouter, toi, sur le filmage? Non. On va passer à ton top 5, à toi. Les yeux sans visage. Voilà, c'est l'affiche ou pas? C'est la belle affiche, ça, non? C'est la belle affiche, ouais. Elle est magnifique. Ouais, elle est superbe, l'affiche. C'est un film de Georges Franju, sorti donc en 1960 avec Pierre Brasseur et Alida Valli. Il y a aussi Edith Scobb qui joue le rôle de sa fille, donc qui porte le masque. Est-ce que vous vous rendez compte de votre imprudence? Oui, je sais. Les morts doivent se taire. Mais alors que je devienne morte pour de bon. Alors, le synopsis, c'est les tentatives désespérées d'un chirurgien pour réparer le visage de sa fille défiguré lors d'un accident de voiture par sa faute. Et suite à ça, il n'a pas d'autre recours que, malheureusement, de kidnapper des jeunes femmes pour leur greffer la peau et leur mettre sur la peau de sa fille. Et d'après toi, en fait, c'est un film de quoi finalement? C'est un Alors, film, en fait, c'est une des rares incursions du cinéma français dans le registre de l'épouvante à l'époque. de l'épouvante, ouais. Voilà. Oui, parce que c'est clairement un film d'épouvante. Parce que c'est vrai que ce film, en fait, moi, j'avoue que en fait, ce film, je l'ai découvert parce qu'en fait, on fait cette émission sur l'année 1960, mais c'est vrai que je l'avais jamais vu auparavant. Donc, il y a 2-3 films comme ça que j'ai découvert justement pour faire cette émission. Donc, vous imaginez bien qu'on en a vu pas mal. Et moi, personnellement, donc du coup, je l'ai découvert. Ouais, je le connaissais pas en fait. Même si j'ai remarqué quand même qu'il est souvent en fait il est souvent cité dans des tops, hein. Oui. Alors, bon, c'est un film, bon, si on parle du box-office, il n'a pas eu un gros succès. Il a fait 620 000 entrées. Donc, Ouais, après, c'est pas un gros succès, mais les critiques étaient plutôt favorables par les spécialistes des films fantastiques. Il avait plutôt de bonnes critiques. Et en fait, c'est avec le temps. 620 000, t'as dit? 620 000, 620 000. Oui. Ça va, ouais. 620 000. Mais c'est après, avec le temps, qu'il a vraiment pris une aura de film, je dirais, culte. Allô? Viens vite. Parce qu'après, même des films italiens, des giallo, tout ça, s'en sont inspirés. Ah voilà, je m'en doute, ouais. Et encore aujourd'hui, il y a plein de films français qui seraient contents de faire 620 000 entrées, hein. Oui, c'est sûr. Oui. Alors, en fait, Georges Franju, il a fait très peu de films, il a fait que 6 films, hein, au total. Ah ouais. Et celui-ci, c'était son 2e film. Et c'était sa 3e collaboration avec Pierre Brasseur. Pierre Brasseur. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, tu as Claude Brasseur, son fils, qui joue le rôle d'un inspecteur de police, dans une scène où là, le père et le fils sont d'ailleurs brièvement face à face, quoi. Alors, cette scène, ça, c'est une des scènes de la fin que je trouve Attends, je le remets. Qui a un côté très poétique, où tu vois, voilà, bon, là, c'est sa fille qui s'enfonce dans la nuit, dans la forêt, avec la présence de colombes autour d'elle, tu vois, ça a vraiment ce petit côté fantastique. Les gens n'approfondiront pas. Ils ne chercheront pas à savoir ce qui se passe ici, surtout. Mais que se passe-t-il dans cette mystérieuse ville-là? Alors, tu as des scènes, parce que bon, effectivement, pour l'époque, tu as 2 scènes qui sont un peu, qui avaient choqué un peu le public. C'est peut-être pour ça qu'au final, je sais pas, il a peut-être pas aussi bien marché que ça, mais bon, c'est vrai que. Est-ce qu'il était interdit? Est-ce qu'il était interdit au moins de quelques... Non, oui, il a été interdit. Oui, il a été interdit. Voilà. Oui, tout à fait. Donc déjà, ça fait que bon, forcément, c'est pas un film familial, donc Voilà, t'as moins d'entrées, normal. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que comme c'était une des rares incursions dans le film d'épouvante,
bon, bah, forcément, dit épouvante dit que voilà, il y a quelques scènes, mais il y avait, voilà, une des scènes, enfin, je dirais même la scène la plus saisissante, c'est celle-ci, où là où il découpe voilà, le visage en post-opératoire d'une victime, ça fait son petit effet, quoi. Même pour l'époque, c'était vraiment bien fait parce que tu as toute la préparation jusqu'à voilà, où tu vois là sur l'image qui retire. C'était quand même, pour l'époque, quoi, je me doute qu'il y a des gens qui ont dû être choqués, quoi. Puis tu vois Pierre Brasseur qui, voilà, tu ne le vois pas du tout dans le genre de registre, qui est un immense comédien. Là, tu vois, tu sens qu'il est, il est froid, quoi. Tu vois, il est sans état d'âme. En fait, comme il s'en veut de l'accident de sa fille, quelque part, il veut jouer un petit peu à Dieu, quoi. Il se prend pour Dieu, quoi. Parce que dans sa folie réparatrice, il se sert de sa fille, mais qui sert aussi de. Ah ben, s'il tombe, lui, ça ne va pas le faire. Sa fille qui est comme un cobaye. Ouais. Donc, il est prêt à tout pour que, voilà, pour que sa fille puisse retrouver un visage humain. Et de là, il est prêt à faire toutes les opérations possibles. Et tu sens qu'il est froid, quoi. Il est même plus humain, quoi. Tellement qu'il n'a plus que ça en tête. C'est vrai, moi j'aime beaucoup cet acteur assez sous-coté quand même hein, de nos jours, un peu oublié aussi. Oui, oui. Mais de toute façon, Pierre Brasseur, c'est un peu comme Michel Simon. C'était des immenses acteurs. Hein. Ouais, mais qui, comme dit justement, on pas cette aura qu'ont certains. Non, bah, ils n'ont pas cette aura comme pouvait avoir effectivement Gabin ou d'autres. Bon, là Pierre Brasseur, c'est vraiment lui qui porte, je dirais, le film. Bon, après, il a eu aussi une grosse carrière au théâtre, quoi. Voilà, même si effectivement Alida Valli et Edith Scobb jouent très bien, il n'y a pas de souci, tu vois, ils sont bien secondés. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû mériter. Oui. Pourtant, j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça Les Grandes Familles, où tu as Pierre Brasseur et Gabin qui jouent dedans, où tous les deux, ils ont des dialogues entre eux quand ils ont des certaines scènes. C'est succulent, il n'y a même pas d'autre mot à dire. Donc, n'hésitez pas à découvrir Les Yeux sans visage. Pour oui, j'invite vraiment à revoir parce que cette aura fantastique qu'il a, et puis comme je dis, voilà, ouais, il fallait le faire, surtout à cette époque-là, de se dire, tiens, voilà, de se pencher sur un film comme ça. Allô, inspecteur Parot? Je vous remercie de nous avoir avertis. La photo, elle est superbe. Ouais, la photo, c'est vrai. Tu sens qu'il y a vraiment une ambiance, même si effectivement, voilà, c'est une ambiance froide, parce que voilà, ça se passe la plupart du temps dans une très grande maison, mais toi, dans les sous-sols et autres. C'est vrai que l'ambiance, elle est dingue. Alors moi, c'est pas, enfin vous le savez maintenant depuis 3 ans, c'est pas vraiment mon genre de film préféré, que ce soit l'horreur ou l'épouvante. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé quand même l'ambiance. Et puis il est très propre, c'est un beau film, quoi. Ben écoute, si tu n'as plus rien à rajouter, on va passer au top 4. Eh ben vas-y. On va passer à mon 4e film. Alors, mon top 4, c'est Le Baron de l'Écluse. Vous allez me dire encore un film avec Jean Gabin. Et oui, et oui c'est vrai. Il en sortait des films dans les années 60. Hein. Le Baron de l'Écluse, on va changer de registre. Hein, là, on n'est plus dans l'épouvante. C'est une comédie réalisée par Jean Delannoy. Donc, c'est une adaptation en fait de la nouvelle du même nom de Georges Simenon. Simenon Gabin, c'était souvent quand même à l'époque. Bien sûr, les dialogues sont nouveaux, signés Michel Audiard. Et c'est la 5e fois que Delannoy dirige Jean Gabin. Et travailleront une dernière fois ensemble dans Le Soleil des Voyous, sorti en 1967. Si monsieur le baron a une minute. 157 825. Eh ben, vous appelez ça faire des prix, vous? Alors, un petit résumé. On va suivre des aventures d'Antoine, dit le baron, donc un héros de la Première Guerre mondiale qui mène un train de vie, on va dire, assez luxueux à Deauville, et qui, de
qui vit en fait de ressources passagères, hein, et en jouant au casino. Et quand il commence en fait à remporter quelques belles sommes et il va gagner un bateau en guise de paiement, il va partir pour Monte Carlo avec Pearl, donc la maîtresse du milliardaire Sadokan, et qui est également son ancienne amante à lui. Malheureusement, sa chance risque, hein, de très vite tourner parce que tout ne va pas se passer comme prévu finalement, vous vous en doutez bien, sur le chemin. Alors, on va mettre une petite photo, voilà, qui va un peu, voilà, donc là, ils vont arriver ici à un moment donné. Donc, lors de sa sortie, le film, il a quand même rassemblé 3,1 millions de spectateurs en France, donc ça le classa 13e au box-office de cette année-là. Alors, on a donc Jean Gabin. Dans ce film, il interprète donc le baron Jérôme Napoléon Antoine, un baron mythomane et on va dire désargenté. C'est vraiment un changement de registre par rapport au film précédent, Les Vieux de la Vieille, que je viens de vous présenter. Là, il joue un personnage, on va dire, beaucoup plus tendre. C'est un joueur invétéré, en fait. Il mise avant tout sur sa survie sociale et matérielle. Et son fonds de commerce, à lui, c'est aussi volatile que son passé, finalement, qui est bien rempli. Il se compose un peu d'exploits de guerre, de conquêtes qu'il considère désormais comme un ami et un confident, ainsi que des relations diverses, hein, qui lui permettent de se maintenir en fait à flot financièrement, systématiquement, jusque sa chance tourne à nouveau au casino. 50 000 seulement? C'est que nous avons un chèque de monsieur le baron que nous avons été obligés de conserver. Alors pour ce soir, n'est-ce pas, nous avons les ordres. 50 000 maximum. Alors là, on voit bien, il est accompagné finalement de... Je vais vous mettre une autre photo. Attendez. Il est accompagné de... Voilà. Il est accompagné de Micheline Prel, une grande vedette des années 40, hein, qui accepte d'incarner Perle Germain Joubert, donc fêtarde invétérée, qui incarne un peu le pendant féminin d'une vie vécue au crochet des autres, hein. C'est un peu son double, hein, dans le film, on va dire. Et on peut également dans le casting noter la présence d'un acteur que j'aime bien, donc Jean Desailly, donc, qui interprète Maurice Montbernon, donc un mania viticole provincial, on va dire que dont l'enthousiasme romantique semble un peu trop juvénile pour être sincère. En tout cas, il aura gain de cause. Et puis j'ai bien aimé également Blanchette Brunois qui interprète Maria Villandier, donc une aubergiste, l'aubergiste qui auprès de qui le baron rêvera quelques heures d'un bonheur, hein, ensemble, tranquille, mais qui finalement n'est pas pour lui parce qu'il a fait un autre choix. Elle est parfaite dans ce rôle qu'elle joue sur le ton un peu de la pudeur, franchement, et beaucoup de sensibilité. Donc c'est une excellente comédienne que j'aurais aimé voir beaucoup plus, moi, dans plus de films à l'époque. Et comme très souvent, on a qui H, comme très souvent. On a notre ami Robert Dalban. On revoit l'année prochaine, j'espère, à Pâques. Oh, l'année prochaine, est-ce qu'on sait? À notre âge, il y a des tas de choses qu'on fait en se disant que c'était la dernière fois. Robert Dalban, lui, c'est... Il est partout, il était partout, là. Il est partout. Il est partout, Robert Dalban. Donc, Robert Dalban, l'homme, comme je l'avais appelé, hein, l'homme qui a tourné dans tous les films que je regarde. Non, sérieux, je crois que dans plus de 200 films, hein, je l'ai raconté lors de la vidéo que j'ai sortie sur lui. Il a un petit rôle, il a souvent des petits rôles, Robert Dalban, quand même. Là, je crois que c'est le patron de l'aérodrome au départ. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et donc, en fait, ouais, c'est un film. Alors, honnêtement, c'est pas le premier qui nous vient à l'esprit quand on pense à la filmographie de Jean Gabin. C'est clair. Mais c'est dommage parce qu'il y a une certaine forme d'injustice à omettre trop souvent ce baron parce que, en fait, après, peut-être que c'est un film un peu inégal. C'est vrai que moi, je préfère la seconde partie du film lorsque l'Antares, donc le bateau, est coincé à l'écluse. Le film, il change de ton pour devenir vraiment une ode à une vie plus paisible à la campagne. C'est plus posé. Et le Baron de l'Écluse, c'est avant tout un film, j'ai envie de dire, de dialoguiste et d'acteur. Après, c'est vraiment mon genre de cinéma à moi. J'adore cette ambiance, j'adore cette époque. Et je trouve que c'est regrettable que le cinéma français contemporain ne puisse aujourd'hui plus compter sur un acteur populaire de la trempe de Jean Gabin. Franchement, c'est bien triste, car c'était quand même quelque chose. Et d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais j'ai sorti un documentaire sur cet immense acteur qui est Jean Gabin. Alors, n'hésitez pas à aller le voir. Toi, H, un petit souvenir du Baron de l'Écluse, je ne sais pas, peut-être qu'il est dans ton top, je ne sais pas. On verra ça après.
Un moteur yacht que j'ai payé 20 millions. Je vous en dois 11, il est à vous. Oui, évidemment, il gagne à être connu. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Et oui, oui, il a un côté, effectivement un peu désabusé dedans parce que bon, tu vois qu'il charme énormément dans le. Ouais, beaucoup, beaucoup. Tu Ah, le sens côté que séducteur, là, on le voit. Là. Ah, il a un côté séducteur dedans Ouais, qui, voilà. C'est vrai Pour- c'est vrai qu'il joue un côté un peu différent parce que par rapport maintenant c'est vraiment un film qui est sorti la même année, Les Vieux de la Vieille, mais c'est vraiment un autre jeu, quoi. Ah oui, 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 tu vois Parce que qu'on là, lui il a. reprochait, parce que malheureusement, j'entends toujours, on lui reprochait toujours qu'il jouait les mêmes genres de rôles, le même. Ah non, là, c'est pas du tout le même rôle, quoi. Ah oui, bah, dans Les Vieux de la Vieille, il joue le rôle d'un bourru qui arrête pas Ah de ouais. râler. Et là, il joue le rôle, effectivement, d'un charmeur, voilà. Et il est aux antipodes de ce qu'il avait avec Les Vieux de la Vieille. Hein. Comme dit là, on a une première partie qui se déroule à Deauville où, voilà, où il joue beaucoup au casino, il traîne avec beaucoup de femmes, de différentes femmes. Enfin, il essaie de gagner de l'argent et d'être toujours un peu, voilà, de vivoter. Et après, comme dit, après, quand il part avec le bateau et qu'il se retrouve justement, entre parenthèses, coincé dans cette église, je ne vous dis pas pourquoi il est coincé, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais non, Il a après, le moi, je côté trouve flambeur. Il a un côté flambeur charmeur, quoi. Ce soir, le mandat sera à Chalon, je le sens. Tu le sentais déjà en arrivant à Saint-Amand-les-Eaux. Puis à Reims, maintenant c'est à Chalon. c'est un film, je trouve, qui est un peu. Ouais, c'est un film un peu à part hein, dans sa filmographie, je sais pas. Et comme dit, il est pas souvent, on n'en parle pas souvent, quoi, de ce film. Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai que. Et Micheline Prel, elle est bien, hein, franchement aussi. Tu hein. sens qu'il y a, en fait, tu sens que le film, il y a deux parties. En fait, tu as la première partie où, tu vois, effectivement, Ouais, c'est tout ça. se passe à Deauville, où, voilà, tu vois, ça va à un rythme où, voilà, il va charmer, il va essayer de négocier, il va essayer d'arnaquer les gens, voilà. Mais c'est vrai qu'après, dès qu'il récupère le bateau et qu'il va donc atterrir, enfin, il va accoster près de ce petit village, bah là, le rythme n'est plus le même. Ouais, c'est différent. Même si moi, je préfère finalement quand il arrive là-bas et qu'il est coincé, tu vois. Ouais. Mais enfin, bon Dieu, t'as jamais fait autre chose. Quoi? Tu viens de me traiter de grue? Moi, ta perle? Ma perle, par intermittence, c'est comme les gens qui disent mon autobus. Je trouve que ce côté plus calme où il joue aux cartes, en fait, tu sais, avec les gens dans cette fameuse auberge, enfin, et puis le Bah, flirt il qu'il a, découvre. ouais, Il découvre un monde, il découvre parce que, bon, effectivement, lui, il Et a bon, toujours voulu avoir la belle vie, toujours les casinos, les grands palaces ou les grands hôtels. Et là, voilà, il arrive dans une petite bourgade où là, voilà, il a des gens simples et l'espace d'un instant, il va s'attacher à ces gens-là, quoi. D'où d'ailleurs la patronne du café. Ouais, c'est ça. Et surtout, il faut le dire, il n'a pas d'argent, quoi. Bah non, il n'a pas d'argent, donc bon. Les gens, ils pensent dans ce village qu'il est très fortuné et puis que voilà. Mais tu sens que pourtant, il pourrait rester sur son bateau, tu vois, et pas y bouger ou juste sortir pour aller téléphoner pour savoir si son argent arrive. Et pourtant, arrive non, enfin, il ouais, va se mêler aux gens, voilà. Il va se mêler aux gens et puis s'intéresser à eux un minimum. Et d'ailleurs, il va même embaucher le petit jeune là qui va finir moussaillon sur son bateau d'ailleurs. Bah attends, bah justement, lui, derrière lui là. Ouais, voilà. Tu vas un peu lui raconter la vie que j'ai menée, les amants que j'ai eus. Si la franchise était la condition sine qua non du mariage, le monde serait peuplé de vieilles filles. Bah, comme dit, moi, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, donc que j'ai placé en 4e position. Donc voilà. Maintenant, c'est à H de donner son numéro 4. Mon 4e, c'est Le Capitaine. Ah bah voilà, donc ton 4e H, Le Capitaine. Voilà. 1616. 6 ans après l'assassinat d'Henri IV, le plus grand désordre règne dans le royaume. Un film d'André Hunebelle, qu'on ne présente plus, hein, parce que il a fait la trilogie des Fantomas, bien évidemment, la trilogie des OSS, hein, et puis il a fait pas mal de films aussi avec Jean Marais. Hein. Donc c'est un film de 4 PDP où le cinéma français à cette époque-là excellait là-dedans.
C'était la grande époque de ce genre de film, dont Jean Marais et puis même Gérard Barret en étaient les porte-étendards. Donc le synopsis, eh ben, c'est Louis XIII qui vient d'atteindre l'âge de la majorité et sa mère, Marie de Médicis, continuant de gouverner le royaume avec son premier ministre, Concino Concini, qui dans l'ombre conspire pour éliminer le roi. Voilà. Et il y a une conjuration de plusieurs seigneurs qui visent à chasser Concini et à remplacer le jeune roi inexpérimenté par le duc de Charles d'Angoulême. Alors là, en fait, il y a eu en 1959 Le Bossu qui est sorti avec Jean Marais et Bourvil. Et André Henneberg, dès qu'il a mis en projet Le Capitan, a voulu reformer le duo Marais et Bourvil. Voilà, parce qu'il s'était très très bien entendu avec eux. Et bon, c'était déjà la quatrième collaboration entre Henneberg et Bourvil, qui avait débuté en 1953 dans Les Trois Mousquetaires. Des pillards et des bandes armées dévastent les provinces. La cour de France est le théâtre des pires intrigues. Et donc, c'était, je crois, c'était la deuxième collaboration donc, avec Jean Marais, qui continuera après, vu qu'ils vont faire après le Miracle des Loups. Et il y a les Mystères de Paris, et puis il y aura les Fantomas, quoi. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que comme ils s'entendaient vraiment bien tous les trois, quand il y a eu, bon, je pense que tu l'as déjà mentionné dans tes vidéos, mais initialement, Henneberg, comme il voulait reformer le même tandem pour Fantomas, normalement, Bourvil devait jouer le rôle du commissaire Juve. C'est ça, ouais. Voilà, bon, après, ça ne s'est pas fait, mais bon, on a quand même gagné au change avec Louis de Funès. Disons qu'on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Voilà. Mais bon, voilà, il aurait voulu. Ce qui est dommage, c'est qu'après, Jean Marais et Louis de Funès ne s'entendaient pas du tout. Ouais, mais bon. Ça, c'est vrai. Un homme au courage indomptable. Le film a été comme Le Bossu, Le Capitan a été un très gros succès. Il a fait plus de 5 millions 100, je crois, 5 millions 200 d'entrées. Donc, il a très, très bien marché. C'était un très gros succès. Ouais, c'est le genre de film qui marchait à l'époque, les films de KPDP. Oui, ça marchait. Bah, c'était vraiment la bonne période. Et comme je disais, bon, comme il y avait déjà eu, il y avait aussi Les Trois Mousquetaires qui allaient sortir un an après avec Gérard Barret. C'est vrai que ça a été les années 60, fin 50 jusqu'à peu près 65, ça a été une période très fructueuse au niveau des films de KPDP. Voilà. Non, c'était, je trouve, le KPDP, au niveau du cinéma français, on excellait vraiment dedans, quoi. Et tu voyais les décors, les costumes, tout ce qu'il y avait, c'est la reconstitution. Magnifique. C'était vraiment superbe, hein. Tu vois qu'il tournait en décor naturel, parce que bon, voilà, la France est très riche de ses monuments, donc. Le Capitan, volant au secours de son roi en danger. Jean Marais qui va essayer de la délivrer. Ah, j'ai pris ces photos parce que c'est vraiment une des scènes qui m'a marqué. Alors, c'est une des scènes qui est, voilà, exactement. Et bon, à cette époque-là, Jean Marais était au sommet de sa forme. Donc, il exécutait quasiment la totalité de ses cascades. Et dedans, il en fait quand même des belles, il faut quand même le reconnaître. Donc, il va donc nager jusqu'au château et après escalader. Exactement. Les remparts jusqu'en haut de la tour. Donc non, c'était superbe. Hein. Et tu as Bourvil qui joue le rôle. Alors, c'est bien parce que ça chantonne un petit peu, parce que comme il aimait bien chanter un petit peu, Bourvil. Là, sur cette scène, par exemple. Voilà, il chante avec la servante qui va devenir son amoureuse. Ouais. Et prenons tous les risques pour tenter de faire évader celle qu'il aime.
tu sens que le duo Bourvil-Jean Marais fonctionne parfaitement, quoi. Tu sens qu'il y a Ouais, vraiment c'est une vraiment. dynamique. Tu sens qu'il y a vraiment une dynamique entre eux, quoi. Alors, tu as aussi l'acteur. Ça, c'est une des scènes aussi qui est importante dans le film. C'est quand il s'évade, en fait, hein, Qui s'évade, voilà, du oui. château. Tu as l'acteur cascadeur Guy Delorme. Ah ouais? Voilà. Lui qui lui aussi a joué souvent des rôles de salopard. Et, Là, il avait la tête pour, quoi. Il avait le physique pour. il avait la tête pour. Et il y a une scène finale de combat entre Jean Marais et lui à l'épée qui est bien rythmée, qui est vraiment superbe, quoi. D'ailleurs, c'est vrai que toutes les scènes de combat, elles sont bien rythmées, hein. Franchement. Ah oui, elles sont toutes bien minies. Ouais. Rinaldo, l'âme damnée de Concini, massacre sans pitié ceux qui osent se déclarer hostiles aux ambitions de son maître. Ils sont bien chorégraphiés. Tu sens que. Puis, tu sentais que c'était pas, toi, tac, tac. Tu sentais que ça y allait vraiment, quoi. Ouais. Honnêtement, sur un film comme ça, comme Le Capitan, les images, enfin les décors, les costumes et les chorégraphies, franchement, il y a rien à redire, hein. Ah oui. C'est vraiment, c'est vraiment bien fait, hein. Et puis tu sentais qu'André Hunebelle, il était. C'est pour ça que moi, c'est un de mes réalisateurs, surtout. C'est avec ces films-là que j'ai grandi. Mais c'est un genre qu'il maîtrisait parfaitement. Ouais, exactement, hein. Ça lui allait comme un gant. Voilà, c'est le cas de le dire, ouais. Ouais. Non, tu sentais qu'il était ce genre de film d'aventure, toi, même que tu passes, toi, du Capitan à OSS 117 ou à Fantomas, tu sentais que le rythme, il était là, quoi. Avec toujours un ton un peu léger, parce que voilà, d'un côté, soit tu avais Bourvil ou tu avais Louis de Funès, mais toi, tu avais toujours cette dynamique, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de temps mort, quoi. Non. Il y a toujours. J'aime également, moi, je me rappelle d'une scène, parce que c'est un film que j'ai revu récemment, justement, et j'aime bien, tu sais, au départ, quand Bourvil, en fait, en fait, c'est quoi? En fait, Bourvil, c'est oui, il amuse un peu la galerie, quoi. Il amuse un peu les gens. C'est quoi un Oui, il peu joue les baladins. Oui. Voilà, un balade. Voilà, je cherchais le mot, merci. Petit, tu veux garder mon cheval? Le roi des baladins. Reste là. Qu'est-ce que c'est? Tu te moques de moi? Un baladin. Et du coup, tu sais, quand il part, en fait, et en fait, il y a un guet-apens, quoi. D'ailleurs, Paul Prébois, notre ami Paul Prébois, il est dedans, quoi. Il est partout, lui aussi. Ouais, Paul Prébois. Mais ce que je prends, je le rends. On est ministre ou poète, moi j'ai choisi. Je reste honnête. Je n'ai rien, ne veux rien. Il fait tout voler, quoi. Et il se retrouve finalement avec son chien attaché, en fait, à un arbre. Ouais. Et Jean Marais vient parenthèse, le délivrer, quoi. Le Capitan est toujours au service des faibles et des opprimés. J'aime beaucoup Bourvil dans ce film quand même, parce que, en fait, c'est aussi un acteur qui a tout joué, quoi. Ah oui, tout ça. Oui, Vraiment, parce qu'il est bon en baladin, quoi. Et après ces scènes, justement, tu sais, avec la fille où il chante et tout, enfin, franchement, ouais, c'est Non, mais c'est vrai vraiment. que si tu regardes un peu, effectivement, peut-être une partie des gens, Bourvil, tu vois, c'est le Cornio et la Grande Vadrouille. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, tu regardes Bourvil dans bien sûr, le Cercle Rouge, tu regardes dans Les Grandes Gueules, tu regardes dans L'Arbre de Noël. C'est un sacré acteur, hein. Ouais. Et puis il a joué dans des genres différents, hein. Tu vois, comme là, les films de KPDP, des comédies, des films il a quasiment policiers. tout joué. Ah oui. En tout cas, ton numéro 4, le Capitan. Ouais. On va passer au numéro 3. Si tu veux bien, mon cher H. Eh ben, allons-y. Alors, mon numéro 3, moi, alors, ça va arriver. Mon numéro 3, moi, ce soir, c'est Fortuna. Donc, Fortuna, alors, que dire de ce film, franchement, un film qui m'a beaucoup marqué quand même, hein. C'est une comédie dramatique en noir et blanc, donc réalisée par Alex Joffé.
un cinéaste assez finalement peu connu. Il a beaucoup tourné avec Bourvil dans les années 50-60. Alors, tu me fais la gueule, hein? Il t'a assez vu. Et puis moi aussi. Je fais rien de mal, quoi. Alors, si je dois faire un petit résumé de Fortuna, bah, c'est en 1942. Noël Fortuna, donc interprété par Bourvil, un brave bougre, qui aide une grande bourgeoise, donc Juliette, interprétée par l'actrice magnifique Michel Morgan, à gagner la zone libre. Et pour cela, en fait, il faut franchir la ligne de démarcation en compagnie de ses enfants. Alors, on va dire que devant leur fragilité et leur manque d'argent, Noël, il décide de rester auprès d'eux. Et lors de la libération, finalement, Juliette, elle retrouve son mari. Donc, pour parler box-office, ce film, il a bien marché puisqu'il a attiré plus de 3,3 millions de spectateurs, ce qui le classe à la 12e place du box-office de cette année. Alors, pour parler casting, bah, on a un très très grand Bourvil. Hein, justement, on en parlait justement de Bourvil. Bah, là, il le démontre encore une fois dans ce film. Il interprète Noël Fortuna. On se rend compte dans ce film qu'il a souvent été sous-exploité des fois. Parce que franchement, il pouvait vraiment tout jouer. Il est très très touchant dans ce film. Il passe vraiment de la comédie au pur drame. Et pour moi, j'ai quasiment vu tous ses films. C'est sans doute l'un de ses plus beaux rôles. On réalise à quel point en fait c'était un acteur formidable. Et il est accompagné de la magnifique Michel Morgan. Alors Michel Morgan, elle interprète Juliette Valécourt. Donc je pense que franchement, je pense que c'est la Alain Delon féminine, quoi. Elle est magnifique. Elle a une élégance, une classe, un jeu, une voix, enfin tout, quoi. Et Bourvil et elle, ils avaient déjà joué ensemble dans Le Miroir à deux faces d'André Cayatte 2 ans plus tôt. Donc c'est un duo, moi je trouve assez surprenant, assez improbable pour moi, mais franchement il fonctionne à merveille. Et on a aussi l'excellente, dès que je trouve une photo, l'excellente Rosie Vart. Ouais, ça fait bizarre en fait de la voir si jeune. Moi qui ai grandi avec elle, avec la série télé sur Antenne 2, la série Maggie. Et là, dans la photo, en fait, vous voyez au centre l'enfant là. Ben, finalement, c'est Frédéric Mitterrand, donc, qui interprète le rôle du petit Maurice Valécourt, donc le fils de Juliette. Donc c'est François Mitterrand, c'est le neveu forcément de François Mitterrand. Frédéric Mitterrand, pardon, il fut le ministre de la Culture du gouvernement sous Sarkozy. Et à noter que c'est sa seule expérience en tant qu'acteur. T'as été à la mer? Non. T'as jamais vu la mer? Non. Moi, je suis allée sur la Côte d'Azur. C'est chouette. Et à la montagne, t'as déjà été? Non. T'as jamais vu une montagne? Bah non. Je vais vous dire, Fortuna, c'est un film touchant, hein, très tendre. Un film magnifique, beaucoup de pudeur et d'émotion, avec des acteurs qui sont tous formidables. Beaucoup de scènes qui prennent aux tripes, dont celle où Bourvil rend visite à son ancienne institutrice, par exemple. La scène où les voisins juifs sont emmenés de force par les nazis. Et bien sûr, la scène finale que je ne vais pas vous dévoiler. Un film injustement oublié, d'après moi, de Bourvil, dans un rôle sérieux et émouvant, face à Michel Morgan. Un film très fin, très touchant, et totalement moderne, j'ai envie de dire. Hein, Fortuna, c'est vraiment c'est moderne. Et franchement, c'est un film que je vous conseille à voir absolument. Parce que peut-être qu'il a une mauvaise image, ce film, je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'on pense que Bourvil se limite à faire le bêta, mais c'est pas du tout ça. Donc, il aurait pu être placé plus haut dans mon classement, mais j'ai encore 2 films que j'ai préférés. Ça se joue à pas grand-chose, mais franchement, Fortuna, une petite claque quand même. Hein. Donne-moi une chopine. T'auras rien à voir tant que t'auras pas ressemblé mes bottes. Ça fait 3 mois que tu les as. Il n'y a plus de cuir. Il n'y a plus de cuir. C'est pas moi qui fais la répartition. Donc, est-ce que tu l'as vu? J'imagine que tu l'as vu aussi, H, forcément. Parce qu'on a vu Oui, j'ai vu le film. Oui, c'est un film qui est vraiment émouvant et qui évite aussi les pièges du mélodrame. Hein, ouais, exactement. Avec, comme tu dis, avec pudeur. Hein, et puis bon, en réunissant 2 personnes de classes sociales différentes. Hein. Exactement. Tu vois que lui, voilà, lui prolétaire, elle bourgeoise, voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'est l'un des meilleurs rôles de Bourvil, voilà. Ah, toi aussi, bah, écoute, il faut juste le dire aux gens, on ne se concerte pas, on essaie vraiment de faire notre top 5 à chacun,
On sait ce Ben non, qu'on a parce que regardé comme là, film. effectivement, là, on peut vraiment en parler parce que c'est mon numéro 3. Donc, autant qu'on s'attarde Ah un peu bah, dessus. attends. On va faire le suspense. Ton top 3, H. Ah, Fortuna. Fortuna. Alors c'est pareil, hein, je suis pas au courant. Je suis pas du tout au courant de son top. Donc, Non, voilà. tu n'étais pas au courant. C'est ton Voilà, donc, troisième, parfait. voilà, c'est mon troisième Donc, aussi. tu sais quoi, je vais te laisser parler un petit peu du film. J'espère que j'ai pas déjà tout dit, mais je pense pas. Il y a ton. Bah non, mais de toute façon, je te rejoins C'est ta sur ce que tu sensibilité à dis. toi aussi. Hein, donc, je vais te mettre quelques photos, quelques différentes photos. Et... Non, Donc, je te laisse parler. Je te laisse parler de Fortuna. C'est un film qui m'a, oui, qui est très émouvant. Ah ouais. Et de voir effectivement Bourvil qui joue cet homme un peu benet, mais débrouillard, donnant vraiment tout son amour en aidant pendant 2 ans, parce qu'il reste, je crois, quasiment 2 ans ensemble. Voilà, pendant 2 ans, cette femme et ses enfants à faire l'occupation. Et tu vois, tantôt, il passe par plusieurs phases, parce que bon, il a un tantinet un petit peu porté sur la boisson. Bah là, Mais bon, par toi, exemple, là, dans cette photo, voilà. voilà, mais bon, il a pas le vin méchant, tu vois, mais tu sens que voilà, il passe par plusieurs phases. Tu sens qu'il va s'attacher à cette famille. Il va même tomber amoureux de cette femme, tu vois, et puis même s'attacher. Attention, ne spoilons pas tout. Oui, non, mais sans spoiler. Je rigole. La prescription, quand même. Non. Mais tu sens que voilà, il va passer par plusieurs phases et on passe, effectivement, je dirais, du rire aux larmes. Tu sais skier? Hein? Non. La neige, c'est chouette. Je parie que t'as jamais quitté la France. T'as gagné. Moi, je suis né en Angleterre. Tu sais l'anglais? Non. Mais c'est un rôle, vraiment un rôle tendre. Ouais, parce que par exemple, si tu prends cette photo, au début du film, et que tu prends cette photo, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire. Ah oui. Il joue 2 rôles différents, quoi. Enfin, ouais. Non, dans mais le même film. là, ça montre. Et d'ailleurs, je sais que c'est un film qu'aimait beaucoup Bourvil. Hein. Oui, mais il le classe très haut également. Ouais. Voilà. Il aimait beaucoup ce film. Hein. Alors, Alex Joffé. Et j'imagine Michel Morgan aussi, quand même. Oui, bah, de toute façon, ils avaient déjà tourné déjà ensemble, et je pense que voilà, ce contraste entre les deux, mais tu sens que voilà, il y a une affection mutuelle dans leurs échanges. Même si au départ, voilà, ils doivent s'apprivoiser, elle le trouve un peu rustre. Parce que bon, il dit souvent merde et autres. Donc, c'est exactement ça. Voilà, l'éducation devant les enfants, tu vois, voilà. Et c'est le bon terme, ils doivent s'apprivoiser, ouais. Voilà. Il y a donc plus de poissons dans la rivière, t'es là à nous casser ce que je pense? Ben, les poissons, ils se tirent tous en zone libre. Donne-moi à boire. Non. Et en fait, Alex Joffé, il a débuté sa carrière en 1946 et il l'a terminé en 1968. Et donc, il n'a pas réalisé beaucoup de films, lui aussi. Hein, je crois que c'était une 12aine de films. Ouais, et il a fait une 15aine au maximum. Ouais. Et il a tourné 6 fois avec Bourvil. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, c'est un peu un cinéaste, un petit peu, entre parenthèses, méconnu. Voilà, ouais. Bon, d'ailleurs, son dernier film, c'était Les Cracks en 68 avec Bourvil. Voilà. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il a tourné son premier film, c'était Les Hussards. Avec Bourvil. Avec Bourvil, mais il y avait Bernard Blier et Louis de Funès. Ouais. Dans des plus petits rôles, ouais. Oui, ils étaient dans des plus petits rôles, mais. Donc là, tu vois vraiment le. Ouais, c'est un peu un duo, tu sais, improbable, quoi. Ah oui, totalement, oui. Et toi, tu sais combien d'appartements en France? 90. Oui. Je trouve vraiment qu'on passe par toutes les émotions en regardant ce film. C'est vraiment un grand 8, quoi. Enfin, on va rigoler, on va. Bah, tu sais, l'atmosphère est pesante parce que, bon, voilà, ils doivent fuir l'occupation. Donc après, ils atterrissent dans cette maison qui est très sale. Elle qui n'a pas du jour, parce que voilà, c'est une grande bourgeoise qui a la belle vie. Et mais lui qui se démonte pas, toi, qui est prêt à retrousser les manches. Quoi. Voilà, on va en faire quelque chose de bien. Et après, petit à petit, tu vois, elle va être séduite par cet homme-là qui est simple. Qui lui emmène des fleurs. Mais qui lui emmène, tu vois, qui a des attentions et puis qui est débrouillard, parce qu'il est vraiment débrouillard, tu vois. Alors ça, c'est son institutrice.
D'ailleurs, il y a une scène qui est poignante vers la toute fin. Bon, je ne dis pas si je ne vais pas Ouais, spoiler, mais voilà. c'est la scène que je disais, ouais, c'est vraiment. Voilà. Oh, ça tombe bien. Salut, là. Oh, punaise, cher ami, tu vas profiter avec nous? Ja, une shopping. Zwei Bier. Je t'ai bien forcé de me servir, ce coup-là, hein? Et tu sais, ce gros plan, bon, sans cohérent, mais toi, le gros plan, quand il tient la main de l'enfant, Ouais. et tu vois après le visage, toi, c'est là où tu vois que ouais, c'était vraiment un grand acteur. Un grand acteur et un grand film, ce numéro 3. Donc Fortuna Ouais. pour les exactement pour les 2, pareil, numéro 3. Ah, j'invite vraiment les gens à le découvrir ou à leur découvrir. Voilà, donc on va passer à mon numéro 2 à moi. Donc là, on s'approche quand même, hein, des premières places. En espérant que c'est pas le même que le mien. Ah, alors je me demande si on n'a pas le même numéro 1 par contre. Ah, on va voir. C'est possible qu'on ait le même numéro 1, ça c'est possible. En tout cas, mon numéro 2 à moi, ce sera Classe Touriste. Donc, alors c'est un polar, on va dire à la française, hein, réalisé donc par Claude Sautet, adapté du roman Classe Touriste d'un certain José Giovanni. Donc José Giovanni, que moi je connais surtout en tant que cinéaste, même s'il a été un grand écrivain avant. Alors c'est un film qui s'inspire des dernières années de la cavale d'Abel Danos, donc un gangster et membre de la Gestapo française, fusillé pour collaboration donc en 52, que José Giovanni a justement croisé et côtoyé en prison. Pour faire un petit résumé du film, Abel Davos, donc un gangster condamné à mort et réfugié en Italie qui décide de rentrer clandestinement en France, donc joué par Lino Ventura. Il est surpris par des douaniers et une fusillade éclate au cours de laquelle sa femme et son complice sont malheureusement tués. Et de retour à Paris seul avec ses enfants, Abel fait appel à ses amis Riton et Fargier. Mais à Paris, ils ne peuvent pas venir eux-mêmes. Donc ils envoient un homme sûr, Eric Stark, avec une ambulance. Donc Eric Stark, interprété par Belmondo. Alors le film, franchement, on va dire qu'il n'a pas vraiment marché, hein, sans plus, même s'il a attiré 1,7 million de spectateurs avec plusieurs ressorties en salle. Il faut savoir qu'à cette époque, ce n'était pas un énorme score. 1,7 million de spectateurs. Hein. Le film ne se classa finalement que 45e du box-office en 1960. Alors donc, avec un tel score, il serait dans le top 10 aujourd'hui, hein, donc même cette année. Et même avec un tel score, il serait même deuxième film français de 2025. Vous imaginez quand même? On voit bien que les époques ont changé. Alors, au niveau du casting, donc on a un super duo. Rien à dire à Lino Ventura avec Jean-Paul Belmondo. Donc Davos, le vieux routier, et puis Stark, un jeune voyou. Alors j'ai adoré franchement les voir ensemble, toutes les scènes qu'ils ont ensemble en commun. Ils crèvent l'écran. Ventura, comme d'habitude, est impressionnant dans le rôle du gangster qu'il a joué si souvent, qui descend de plus en plus en enfer et qui au final, finalement, n'a plus rien à perdre. Et Belmondo, quant à lui, livre une prestation alors d'une justesse franchement absolue, quoi. Je trouve qu'il est classe dans ce film, Belmondo. Au niveau des seconds rôles, on a également Rabbi Jacob dans le film. Non, Marcel Dalio, pardon, qui joue ici un receleur. Forcément, c'est Rabbi Jacob à vie, quoi. Alors, il faut savoir que le hold-up, donc les 10 premières minutes de ce film, il a été tourné en caméra cachée, sans que Claude Sautet finalement ait prévenu qui que ce soit dans la rue. Ce qui, en fait, dans une des avenues les plus passantes de la ville de Milan, fut pas sans poser certains problèmes. Sans doute, hein, les acteurs furent coursés par des gens, vraiment pour de vrai. Et il y a même une personne qui a fait un malaise cardiaque. C'est pas rien, quoi. Donc j'imagine la peur des gens quand même qui était prévu de rien. Et donc là, on voit Lino Ventura avec sa femme. Classe Touriste, franchement, c'est un excellent polar. Sautet, il nous fait presque du Melville, hein, sur certaines séquences dans ce film.
Il pose sur le milieu des malfrats, franchement, un regard très précis, avec un montage très fluide et un rythme soutenu. On peut même y voir l'un des films les plus réussis de l'époque, hein, Un coup d'essai, qui est vraiment déjà un film très abouti pour un cinéaste débutant. Parce que finalement, c'est son second film, même si lui il dira que c'est son premier au style novateur. Face à un immense Ventura, on a donc Belmondo révélé par sorti en plus en 1960 à bout de souffle, hein, qui est sorti, je crois, un mois plus tôt. Je suis l'ami d'Abel, son meilleur ami. Nous étions associés. À cette époque-là, c'est nous qui décidions pour tout le monde. Il n'y a encore jamais personne qui a décidé quelque chose pour moi. Il confirme son immense talent, hein, dans ce film, vraiment à l'opposé de celui de Godard. Et le film possède une ambiance assez particulière qu'ont certains films de ces années-là. En plus, on a une touche d'émotion parce que finalement, on est attristé par le sort des enfants de Davos. Alors, une scène qui m'a marqué, hein. Je pense également, c'est pareil, quand on est parent et qu'on a des enfants soi-même, peut-être qu'on vit ce genre de scène émotionnellement différemment. Fargier m'envoie. J'ai l'ambulance. Donc moi, j'ai été attristé par le sort de ses enfants et Davos. La scène de discussion également entre Davos et son petit aîné est tout simplement très touchante, hein. Comme dit, ouais, surtout lorsqu'on est père soi-même, quoi. Je veux dire, moi, ça m'a pris aux tripes. Je veux dire, j'imagine ce que ces enfants, ils ont comme vie, quoi. La mère vient de se faire tuer. Là, Ventura leur dit de marcher 10 mètres devant ou 10 mètres derrière, je ne me rappelle plus. Enfin, ouais, franchement, c'est vraiment un film réussi pour moi en tout point de vue, quoi. J'aurais pu le mettre en numéro 1, mais il y a encore un film qui d'après moi, va le surpasser. Mais vraiment, là, on est vraiment dans, que ce soit Fortuna en 3, Class Twist en 2, franchement. Ce qui est assez touchant dans ce film-là, ouais. c'est en fait, bon, ok. Ventura Donc là, on a joue Rabbi Jacob. Hein. Voilà. Ventura joue le rôle d'un gangster. Ouais. Mais en fait, il a un côté touchant et entre Ah oui, guillemets oui, on est attachant. avec lui. Parce que les liens qu'il a avec sa femme et ses enfants, toi, c'est pas le très humain, ouais, gangster. Voilà, très humain. C'est pas le gangster classique. C'est un père, quoi. ouais. Voilà. Ouais. Exactement. Tu sais, il était temps que tu arrives. Mais c'était pas à toi de venir. Et puis le lien aussi qu'il crée en fait avec Belmondo qui vient le chercher, lui qui prend des risques, qui est descendu le chercher avec l'ambulance alors que finalement il lui doit rien. Et oui, Belmondo, oui, et puis qui s'aperçoit que tous ses complices, finalement. alors que tous ses complices en fait vont le vendre et puis voilà, vont changer de. Ouais, c'est ça. Il faut savoir quand même que c'est quand même Ventura qui a imposé Belmondo. Exactement. Parce que la production n'en voulait pas de Belmondo. Pas du tout. Hein. Donc, comme quoi, tu sens que les deux, il y avait une alchimie qui était créée. Bon, ils se retrouveront plus tard avec l'excellent 100 000 $ au soleil de Henri Verneuil. Mais tu sens cette alchimie là à l'écran. Ah, franchement, elle prend tout de suite. C'est incroyable comme certains grands acteurs, parce que vous savez, on ressasse toujours la même chose. Telle et telle personne, ce sont de grands acteurs, ci et ça et ça. On n'en fait pas des caisses. Regardez ces films. Je vous invite vraiment à regarder ces films et vous allez voir en fait que ces gars-là, ils crèvent l'écran. Ils avaient des caractères bien trempés. Il n'y avait pas, je dirais, cette hypocrisie comme il peut y avoir dans le cinéma d'aujourd'hui où tout le monde, soi-disant, tout le monde est copain, tout le monde s'aime et autres, alors que c'est pas vrai. On voit bien l'industrie comment peut être. Mais à cette époque-là, ils mâchaient pas leurs mots, quoi. S'ils aimaient pas quelqu'un ou quoi que ce soit, ils n'hésitaient pas à le dire. Lui, il avait envie de changer de femme. Alors elle a tiré. Les blessures par balle, ça se déclare à la police. On n'a rien déclaré. Des gens comme Belmondo, Ventura, Gabin, Delon, enfin d'autres, tu sentais que les gars, ils te disaient non, ils te disaient non, quoi. Ils n'hésitaient pas à s'embrouiller avec toi, ni quoi que ce soit. On a également Sandra Milo, l'actrice Sandra Milo, qui joue un peu, finalement, qui devient la copine de Belmondo dans le film. C'est un film qui a la classe. C'est Classe Touriste, c'est un film qui a la classe. Je vais finir par ça, vraiment. Mais c'est vrai que polar, c'est vrai que c'est un très bon polar noir, et c'est vrai que c'est très étonnant vu que
je veux dire, le scénario est bien ficelé. C'est étonnant que le film n'ait pas marché à l'époque. Ah, tu sais, ça, c'est les Mais aléas bon, du cinéma. Et c'est comme un peu les. H, c'est comme un peu les aléas de YouTube, tu vois. exactement. Hein, tu vois. C'est T'as exactement. compris. Des fois, voilà, tu peux pas Non, savoir mais c'est vrai. pourquoi, mais Non, mais c'est vrai, parce que après, vous voyez, moi, je mets ce film en seconde position, alors que finalement, il a été 45e de l'année, quoi. Je veux dire, je suis pas là pour prendre les premiers films juste parce qu'ils ont bien marché ou pas. Ce film aurait mérité clairement mieux. Après, pourquoi ça n'a pas marché mieux, je ne sais pas. Pourtant, il y avait Ventura et Belmondo. Bon, Belmondo, c'était pas encore une immense star, hein. Forcément, il vient à peine de tourner, comme je l'ai dit, avec Godard. Le fameux, oui, il a fameux fait À à bout bout de de souffle. souffle. Enfin, bon, voilà, Ouais. il a vraiment été connu grâce à À bout de souffle. Mais Oui, bon, oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Et en fait, ouais, il est sorti, je crois, un mois plus tôt, le film À bout de souffle. Donc, ouais. après, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Mon top 2, donc mon film numéro 2. Pareil, allez le découvrir si vous l'avez pas encore vu ou allez le revoir. Franchement, c'est un très, très bon film de polar, quoi. Et puis, pourtant, j'ai pas vraiment suivi toute la carrière de Claude Sautet, mais alors là, ce film, franchement, waouh, quoi. Ah, pour son premier film, c'était une réussite. Hein. Bon, moi, je Exactement. trouve personnellement. Hein. Ah oui, mais là, à fond. H, ton numéro 2, La La vérité. vérité dans les Georges Clouzot, avec Brigitte Bardot, Samy Frey, Charles Vanel et Paul Meurice. Une superbe distribution. Aujourd'hui, tu peux demander le maximum, tu l'auras, il n'y a qu'à pousser. Vous êtes trop gentil, ça m'inquiète. Allez, en piste. Alors, l'histoire, c'est Dominique Marceau, une séduisante jeune femme, est jugée au cours des assises pour le meurtre de son ancien amant, Gilbert. Alors, l'histoire est racontée sous forme de puzzle narratif constitué de flashbacks et de scènes de procès. Et au cours du procès, le véritable visage de l'accusé va se dessiner peu à peu. Donc, dire de ce film-là, bah bon, Henri-Georges Clouzot, on va pas le. J'ai envie de dire, c'est également un petit cinéaste d'un talent rare, mais qui est un petit peu oublié aussi aujourd'hui. Hein. Oui, alors que c'est un des plus grands réalisateurs. Ah, bien sûr, mais Alors, bon, on n'en parle pas souvent quand même, malheureusement. ouais. Alors, il a débuté sa carrière en 1942 avec l'excellent L'Assassin habite au 21, que j'invite les gens à le voir parce qu'il est vraiment superbe, ce film. Magnifique. Ah, voilà, il a fait ensuite le Corbeau, Quai des Orfèvres. Corbeau que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, dont j'ai fait une vidéo quand même. Voilà. Excellent film, Le Corbeau. Donc voilà, Les Diaboliques, et il terminera sa carrière en 1968 avec La Prisonnière. Donc le film, il a très très bien marché, pareil, ça a été un gros succès. Il a fait quasiment 5,7 millions. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, donc il a très très bien marché. Et il a eu aussi le prix du meilleur film étranger au Golden Globe en 1961. Messieurs la cour. Accusé, levez-vous. D'après les pièces qui viennent d'être lues, vous êtes accusé d'assassinat. Ah, pourquoi tu l'as mis en deuxième, ce film? Alors, je l'ai mis en deuxième parce que je trouve que moi j'aime les films de procès. Déjà. Ah, voilà, il faut aimer les films de procès, clairement. Voilà, moi c'est un film de procès. Bon, même si c'est pas que sur ça, vu que voilà, il y a des flashbacks. Il y a beaucoup de flashbacks, oui. Mais voilà, mais ça reste quand même un film de procès, et la reconstitution de l'histoire plus ça avance, puis on voit effectivement le cours des choses, les personnages, parce que voilà, on se demande qui fait quoi, pourquoi ils en sont arrivés là. Et au final, tu te demandes, est-ce qu'elle est innocente ou coupable? Ouais, il y a beaucoup on se pose la question tout le film. Voilà, on se pose la question. Bon, très clairement, pour moi, c'est la meilleure prestation de Brigitte Bardot, mais de loin. Alors bon, c'est sûr que Henri-Georges Clouzot, c'est un peu, je dirais, le Alfred Hitchcock français, parce qu'il était quand même connu pour sa grande dureté et sa technique consistant toujours à pousser à bout ses actrices pendant ses films. Hein. D'ailleurs, Brigitte Bardot a été tellement imprégnée du rôle qu'après la fin du tournage, elle a commis une tentative de suicide quand même. Hein. J'ai lu ça, ouais. Et donc, bon, elle était mariée à Jacques Charrier, d'ailleurs, qui est décédé il n'y a pas longtemps, là.
et qu'elle va quitter pour son partenaire, Sami Frey, avec qui elle va rester plusieurs années avec lui, quoi. Voilà. Alors, le tournage a été tellement tendu que même Jacques Perrin, qui a un petit rôle dedans et tout, et Sami Frey avait menacé de quitter le plateau si Clouseau il n'arrêtait pas de crier sur ses acteurs, quoi. Donc, t'imagines un peu l'ambiance. Ouais, j'imagine, ouais. Et il avait cette réputation, en effet. Voilà. Donc, Un peu, mais franchement, un peu ça me fait penser, ouais, comme tu disais avant, à Hitchcock. Ouais. Ou tu sais, à Visconti en Italie. T'es slip dans la cuvette. T'es bas sur ton pupitre. Le pot de confiture sur le bazar. Que tu découches, je m'en fous. Mais que tu reviennes ici pour foutre le bordel, non. Ah oui, c'est ça. Des gens très durs hein, lors des tournages, quoi. Qui en demandaient beaucoup à leurs acteurs. Bah, surtout à leurs actrices, quoi. C'était, ouais, surtout, ouais. Ils jouaient un peu le rôle de tortionnaire au niveau psychologie, toi. Et ça les poussait à bout pour essayer de pousser le même. Et bon, effectivement, le résultat, tu le vois à l'écran. Pour moi, c'est vraiment la meilleure prestation de Brigitte Bardot. Là, elle joue le rôle, pareil, toujours un peu de cette femme enfant, très séduisante, tu vois. Ouais. Parce que là, c'est un regard de la société où tu vois que la société, elle change. Et tu sais pas que c'est un peu, bon, avec son amant, c'est je t'aime moi non plus. Un coup je viens, un coup je te quitte, un coup je reviens. Enfin bon, oui, voilà. J'ai envie de dire, elle est insupportable dans le film. Elle est insupportable, elle est indécise, elle est, elle change d'avis comme de chemise. Enfin bon, voilà. Ouais. Elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Et tu sentais qu'il y avait quand même c'est une sale gamine. Ouais. Voilà. 3 jours, c'est trop court. Elle se conduit comme une fille. 15 jours, c'est trop long. On la traite d'allumeuse. Alors, j'aimerais connaître la jurisprudence. Avec ses parents, avec sa sœur, avec tout le monde, quoi. Après, bon, tu as, lors des moments de procès, les joutes verbales entre Paul Meurice et Charles Vanet, elles sont mémorables, quoi. Tu as 2 grands acteurs face à face, tu vois, qui l'un défend l'accusé, l'autre, bah voilà, veut la condamner. Ouais. C'est superbe, quoi. On va pas spoiler la fin, par contre, là. Non, on va pas spoiler la fin. Mais bon, voilà, que dire après, je veux dire, la photo, je veux dire, le film en lui-même, bon, c'est, voilà, c'est il y a de la qualité, hein. Ouais. Niveau technique, c'est irréprochable. Hein. Et puis, après, comme dit, ouais, c'est un genre de film, quoi. Là, par exemple, ce soir, tu as choisi donc, un film de KPDP, tu as choisi un film donc, là, de procès, ou tu as choisi un film d'épouvante, tu vois. Ce sont vraiment des genres différents, quoi. Oui, ouais. Moi, j'étais dans le film un peu plus cinéma de papa, j'étais dans la comédie. Après, on était dans une comédie dramatique ensemble avec Fortuna. On vous a présenté un polar. Donc, en fait, voilà, il y a de la richesse. Hein. Il n'y a pas que des comédies. Il y a vraiment... Non, la vérité, c'est vraiment un film qui m'avait marqué à l'époque. Parce que, bon, j'avais déjà vu des films de... dans une vingtaine d'années que j'avais vu ce film-là. Et j'avais, bon, l'image de Brigitte Bardot, je dirais, bon, elle jouait toujours un peu les bimbos, hein, faut dire ce qui est quand même dans beaucoup de ses films, on l'utilisait pour ça. Ouais. J'en reviens à M. Louvier. Alors, Ça avait si peu d'importance. pour vous peut-être, mais pour Gilbert. Et là, effectivement, elle joue le rôle de cette femme enfant fragile. Mais là, très fragile, voilà. Parce qu'elle est vraiment... la peur d'être rejetée. Et là, tu t'aperçois que la prestation, waouh! Tu dis, ah ouais, c'est elle, d'accord. C'est vrai, là... Et c'est dommage que elle n'a pas continué, je dirais, pas dans ce registre, mais bon, voilà, effectivement, elle a tombé sur un réalisateur qui ne l'a pas lâché, qui l'a poussé à bout, mais on a vu le résultat. C'est dommage qu'après, elle n'a pas continué dans cette voie-là, toi. Peut-être dans ses rôles d'être aussi exigeante, et puis voilà. Mais elle reconnaîtra plus tard que pareil, de tous ces rôles qu'elle a fait, même si elle a gardé certains traumatismes du tournage, pour elle, la vérité, c'est son meilleur film. Ouais, c'est son meilleur film, c'est son rôle le plus marquant, c'est sa prestation la plus aboutie. Donc, Donc, c'est pareil, je recommande vivement
La vérité. de voir ce film, La Vérité. Le matin, on voit clair. Tu m'aimes plus. Il me semble que je t'ai jamais aimé. Un film, c'est pareil, malgré qu'il a bien marché, je sais pas, je pense qu'il était 2e ou 3e du box-office à l'époque, en 1960, c'est ça? Avec ses 5 millions. Je pense qu'il était Oui, dans 5 millions 7, 5 millions 7, oui, il devait être. Dans les 5 premiers, je pense. Ah Ouais, ouais. ouais. Mais c'est pareil, c'est un film, entre parenthèses, un peu oublié et moins populaire aujourd'hui pour le grand public, mais il y a vraiment un film à voir, à découvrir. Un film que j'ai redécouvert, pareil, là, en regardant tous les films de 1960, là, que j'ai bien aimé. Il n'y avait pas de star dans le film. Hein. Hormis, bon, tu Alors, avais des très bons second rôles comme Paul Meurice. tu avais Charles Vanel. Ouais, mais c'est pas Mais tu des n'avais grosses pas une stars, ouais. star, voilà, tu n'avais pas une star Voilà. attitrée. Mais je dirais que là, pour moi, là, tu vois, quand je vois la prestation de Brigitte Bardot, là, c'est elle la star. Oui, mais je pense que Au lieu d'avoir cette image aseptisée de bimbo et autres, là c'est vraiment la star, l'actrice. Voilà. Moi, je trouve que là, pour moi, ça a été une révélation. D'où l'efficacité finalement de certains cinéastes qui vraiment arrivent à faire beaucoup avec leurs acteurs et leurs actrices, qui arrivent à diriger finalement les acteurs, tu vois. Parce que je pense que si ça avait été un autre cinéaste, il n'aurait peut-être pas fait une telle prestation quand même, tu vois. Oui. Bon, après, c'est vrai que, comme on dit, Clouzot était connu. Il était sévère. J'ai vu aussi des anecdotes de Simone Signoret sur d'autres films aussi, mais tu te dis quand même que bon, ouais, il n'était pas tendre. Hein, Ah, c'était pas un tendre, hein, c'est clair. Écoute, vraiment, ouais, moi aussi j'ai adoré ce film. On va passer donc à mon numéro 1 ce soir. Bah, je pense qu'à mon avis, ça sera sûrement le même. Donc, il y a des chances. Il y a des chances, oui. Voici mon numéro 1. Donc, c'est Le Trou. Et ben voilà, on a le même. Bah, voilà. Voilà. Écoute, alors Voilà, je commence un petit peu à en parler. Tu finiras, je t'en prie. tu concluras ce chef-d'œuvre. Alors, Le Trou, ben, moi, c'est un film dramatique, hein, réalisé par Jacques Becker. Alors, c'est une adaptation du roman de José Giovanni, donc Le Trou, paru en 1957. Tiens, de nouveau, lui, après Classe Touriste. Hein. Alors, il faut savoir qu'avant tout, c'est qu'en 1947, plusieurs détenus de la prison de la Santé, dont Roland Barba et José Giovanni, ont vraiment tenté de s'évader de manière spectaculaire en creusant un tunnel dans les égouts de la prison. Et cette évasion, elle a été contrecarrée par la délation d'un autre détenu. Et cette histoire, finalement, elle a servi de base au tout premier roman écrit par José Giovanni, donc intitulé Le Trou. C'est en découvrant ce livre que Jacques Becker a immédiatement voulu en tirer un film. Et du coup, il a fait acheter les droits d'adaptation au producteur Serge Silberman. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie. La mienne. Ça s'est passé en 1947. Alors, pour faire un petit résumé, on a Gaspard, récemment incarcéré, qui est transféré dans une cellule où 4 détenus qui purgent une longue peine prévoient de s'évader en creusant un tunnel. Alors, au niveau du box-office, malheureusement, le film il n'a pas du tout marché. Il a attiré environ 1,2-1,3 million de spectateurs dans les salles après ressortie, ce qui le classa à la 62e place du box-office en 1960. Mais le film est devenu un véritable classique par la suite, on peut dire. Hein. Alors, au niveau du casting, on a quasiment que des inconnus à cette époque. Hein. C'était vraiment le souhait de Jacques Becker. Il voulait pas de star. Pour donner de l'authenticité. C'est ça. Donc, on a les 5 prisonniers qui étaient joués donc, par Michel Constantin, donc par le vrai Roland Barba lui-même, chef du plan d'évasion, qui a réellement été impliqué du coup dans la tentative d'évasion de la prison de la Santé de 1947. Et il introduit d'ailleurs le film relatant cet événement. Et il utilise le nom de scène de Jean Kérodi pour cet unique film. On a Philippe Leroy, on a également Raymond Meunier et Marc Michel. Marc Michel qui était le seul qui se destinait à vraiment embrasser une carrière de comédien. Et il faut savoir quand même que Michel Constantin et Philippe Leroy, c'était qui? C'était tout simplement des amis de sport du fils Jean, qui
qui était également assistant réalisateur sur le tournage et qui sera bien plus, on va voir ça plus tard. Donc à la sortie du film en 60, tous ces acteurs étaient vraiment de parfaits inconnus, ce qui octroyait au film, comme tu l'as dit, un cachet de parfaite véracité. À noter également la participation au casting de notre ami Paul Prébois, alors que j'ai rarement vu jouer de cette manière. Un gardien, gardien de prison au vrai regard sadique avec cette araignée, hein, on n'en dit pas plus. Ah ouais, ouais. C'est bien. J'ai cru qu'on allait se battre, et puis ça y est, me passait du tout. Il a fait demi-tour et il nous a laissés. Et après? Après, j'ai revu la poule 2 ou 3 fois par la suite. Après ça. Donc moi, ce qui m'a frappé, hein, c'est la capacité du cinéaste Jacques Becker et de José Giovanni à dépeindre en fait des êtres humains complexes, mais non des archétypes vraiment cinématographiques. Par exemple, quand tu vois le directeur de la prison, il se soucie finalement du bien-être de ses pensionnaires. Tu vois, les matons, eux, sont pas tous des salauds et les détenus ne sont pas tous forcément des brutes. On est finalement, avec ce film, on est tombé dans aucun cliché ni aucune caricature. Donc moi, c'est ça qui me plaît vraiment. Ça, en gros, c'est le plan du sous-sol de la prison. Oui. Ici, c'est la salle d'où on vient. À chaque angle de la prison, il y a une salle du même genre. Alors, on peut revenir sur des anecdotes plus tard, mais pour moi, le trou, pour donner la parole également à H quand même, pour moi, le trou, c'est un petit bijou de cinéma, hein, où l'épure, en fait, absolue de la réalisation, elle confère vraiment une authenticité rare à ce récit. Le film, il dépeint le milieu carcéral avec brio, avec délicatesse et avec un souci du détail impressionnant quand même. Pas de scène d'évasion, pas de coup de feu, pas. Non, Jacques Becker, il met ici en scène en fait l'échafaudage d'un plan d'évasion minutieux, un travail de fourmi dont la réussite en fait elle tient qu'à la détermination, à l'expertise de ses participants. C'est vraiment c'est bluffant parce que quand on commence à regarder ce film, on s'attend pas finalement à vivre 2 heures pareil quoi. On est immergé avec les 5 hommes coincés dans leurs petites cellules, d'où on sort que rarement, hormis pour quelques déplacements forcément dans la prison et bien entendu pour creuser ce fameux trou. On a la sensation, je trouve, que d'être le 6e prisonnier et de faire partie intégrante de leur vaste plan d'évasion. On a envie qu'ils réussissent, quoi. Franchement, ce principe de huis clos, en fait, il permet aussi de se concentrer sur les gestes des protagonistes, que ce soit finalement dans leur rituel quotidien, également dans leurs travaux de nuit. Ils n'ont qu'un seul modèle de serrure. Oui, comme les portes des cellules. Ça évite aux surveillants d'avoir 36 clés. Donc, je vais laisser la parole quand même à H, vu que tu l'as aussi mis en numéro 1. H, vas-y, c'est à toi. Bah écoute, je vais te rejoindre sur tout ce que tu as dit, hein. Je vais pas paraphraser derrière, mais c'est vrai que pour moi, je dirais que c'est peut-être le meilleur film sur le milieu carcéral. Ah oui, clairement. Toi, l'attention donnée aux détails de l'évasion, les gestes, les jeux de regard, les objets, tout a son importance dans le film. Tout, ouais, le sablier, là, voilà. Tout. Et c'est vraiment ça qu'il a réussi à faire passer. Tous ces gestes, tous ces détails. Et oui, le film a un caractère quasi documentaire. Ouais. Parce que vraiment, tu partages, vraiment, tu les accompagnes. Quand tu vois qu'il y a une partie, effectivement, ils sont tous les 5 dans la cellule, mais dès qu'après, tu en as 2 qui descendent dans le trou et qui commencent à aller plus loin, et là, toi, ça se focalise uniquement sur eux, mais tu t'es vraiment embarqué, quoi. Tu as l'impression d'être... tu les suis, quoi. Ouais. Avec eux, et puis le bruit aussi, les sons, tu sais, quand ils cassent au départ. Ah oui, tu sens qu'ils ont vraiment voulu avec respecter. Eux, voilà, bon, après, effectivement, t'avais en consultant, tu avais effectivement l'acteur qui,
que tu as dit tout à l'heure, qui s'était aussi échappé. Il y avait José Ouais. Giovanni. Donc, tout le détail, tout était là, quoi. De réellement comment ça se passait, comment ils ont Ouais, pu. Roland Barba, le vrai Roland Voilà, Barba. voilà. Donc, Il est tu là sais que au de milieu toute du film. façon, voilà, ils ont pris des risques, mais les gars, c'était vraiment, tout était minutieusement calculé et tu sentais qu'effectivement, c'était pas la prison comme tu peux voir effectivement dans beaucoup de films où tu vois des gardiens sadiques, tu vois, Ouais, qui se voilà, il y a pas, comportent, ouais, voilà. voilà, il y a pas de, voilà, il y a pas de cliché. Là, il y a Il n'y a pas pas de cliché du tout. Tu comprends? Ce petit machin-là, ça va fonctionner comme un périscope. Tu sens qu'il y a quand même une certaine bienveillance, même s'ils font gaffe, mais tu sens que ces voyous, à cette époque-là, il y avait des codes d'honneur, tu vois, il y avait des codes. D'ailleurs, il y a une des scènes, bon, je ne vais pas spoiler, mais la scène, tu vas tout de suite t'en rappeler. Ouais, mais Les il est plombiers, bien dans ma tête. les pseudo-plombiers, Hmm. quand ils se permettent d'aller, que tous les détenus, ils vont dans la cour pour aller zégourdir les jambes, et puis que les Quand ils deux ont chipé leur pseudo-plombiers, clope, ouais. voilà, ils leur piquent des clopes, des timbres-postes et autres, et que les autres y reviennent, ils vont parler au chef en disant hey, vous les faites revenir, et puis après, bah voilà, Il les fait on va revenir. régler, voilà, on va régler ça voilà, à notre manière. Tu sentais que voilà, et c'est réellement ce qui se passait dans ce milieu-là à l'époque. Alors on y va. Qu'est-ce qui commence à guetter? Moi, si tu veux. Dès qu'il y en a un qui se lève pour aller ouvrir le petit placard, prendre des tasses, tu vois qu'effectivement, tout, bon, l'espace est très restreint. Oui, ça a Mais été tu construit sens en que- studio, mais ça a été très bien fait, quoi. Voilà, ça a été. Alors, il faut savoir que, bon, effectivement, c'est le dernier film de Jacques Becker, vu qu'il va Ouais, décéder quelques bon. semaines. Voilà, il a décidé quelques semaines avant la sortie du film. Il Il avait était juste très eu le malade temps de durant faire le le tournage, montage. ouais. Voilà, Mm. il a réussi à finir le montage, mais il est décédé quelques semaines avant la sortie du film. Mais Ouais, comme malheureusement. il ouais. n'était pas satisfait de la qualité des films, il a De certaines été scènes, il y tourné. allait. Voilà, il a été tourné dans les Studio studios Génère. Génère, dans les studios Génère qui appartenaient à Jean-Pierre Melville. Malheureusement, ouais, comme tu l'as dit, Jacques Becker il était très très malade durant tout le tournage. Mm. C'est d'ailleurs souvent son fils Jean qui devait le remplacer hein, sur le tournage. Ouais. Oui, parce Il est qu'il est malheureux- mort jeune, hein, il avait 53 Ouais, il est ans. malheureusement hein. décédé en février, donc ouais, quelques Ouais. semaines avant la sortie de son film, à l'âge de 53 ans seulement. hein. Ah ouais. Et comme je l'ai dit, en fait, Michel Constantin, c'est son premier rôle. hein. Il faut savoir que Michel Constantin, c'était un énorme joueur de volleyball. Il a même joué en équipe de France de volleyball. Et donc, Ouais, ouais. c'était le capitaine de l'équipe de Paris. Et le fils donc, de Jacques, Jean Becker, qui est également devenu cinéaste par la suite, il avait pour capitaine ce certain Michel Constantin. Et puis, t'imagines, c'est dingue quand même, non? Je veux dire, Ouais. les mecs, ils sont choisis à cause de leur physique, tu vois. Mais finalement, Bah, Ventura, tu vois, Ventura, pareil, le catch. Bah, ouais, le ouais, catch, bien sûr. Et puis en fait, Le Trou, ça a été, comme dit, ça a été un film en fait tourné en famille. hein. Parce que Oui. outre son fils Jean, qui était assistant réalisateur, tu le sais aussi, il y avait également Sophie Cloquet, donc sa fille, Ouais. qui était script, et son beau-fils, donc le mari de Sophie, Ghislain Cloquet, qui était le chef opérateur du film. Ah oui, c'était vraiment une histoire de famille. hein. Bon, on a déjà eu une fouille. De ce côté-là, on est tranquille. On va pouvoir percer aujourd'hui. Et il voulait, bah, je pense qu'ils ont tous soutenu parce que voilà, son père, il le savait très très malade et il voulait vraiment qu'il puisse terminer le film Ouais, comme lui il le voulait. comme lui il le voulait. Et, ouais. bon, que dire que je trouve que pour son dernier film, voilà, il a terminé sa carrière avec brio, quoi. C'est dommage qu'il n'a pas pu voir le résultat vraiment final. Non, c'est dommage, c'est dommage. Je veux dire, parce que quand on fait un tel film, franchement, les gars, ouah. Vraiment. Donc Ah là, bah, de toute on- façon, tu regardais pour Truffaut, pour l'anecdote. Truffaut, pour lui, bon, ce film-là est un chef-d'œuvre. Ouais. Mais même pour Jean-Pierre Melville, il considérait Jacques Becker comme le plus grand réalisateur français. Ouais. C'est vrai Ouais, que c'est- quand tu regardes des films comme bon, Casque d'Or, Touche pas au Grisby ou Alibaba et les 40 voleurs, c'est vrai que tu vois, c'est trois genres différents et finir avec Le Trou, voilà, le gars était capable de passer. Mais là, je trouve qu'il véhicule, tu vois, quand tu vois la tension, comment le souci du détail et autres, enfin, c'est superbe, quoi.
T'as pas de son pour la 4, tu y es? Attends. Dis-leur qu'on attend une équipe de maçons et qu'on ne pourra plus rien leur passer jusqu'à nouvel ordre. T'as compris? Ouais, le souci du détail et tout, je dirais. En plus, c'est un noir et blanc vraiment très très beau. Franchement. Et puis on peut également le dire comme un peu pour les oiseaux avec Hitchcock dont on a parlé, l'absence de musique, quoi. Oui. Casting d'amateurs, un excellent montage, comme tu l'as dit. Le traitement du temps, il est très très bon également. Le son, de toute façon, a son importance. Et je dirais que quelque part, c'est tant mieux qu'il n'y a pas de musique. Ouais, c'est bien. Hein. Parce que ça donne de la véracité, tu vois, aux scènes. Ouais, mais le film, il pue la véracité, quoi. Là, vraiment, tu as vraiment l'impression d'être avec eux parce qu'il n'y a aucun surjeu de personne. Et puis, il n'y a aucune caricature. Et voilà, il n'y a pas de musique. Les gestes sont précis. C'est assez limpide comme film. Hein. Regarde la tête des gars. Ouais. Tu croirais vraiment que c'est des prisonniers. Voilà, tu vois, enfin, tu sens que sur leur visage, les gars, voilà. Quand tu dis qu'ils ont pris 10 ans. Il est là à droite, Marc Michel. Ouais, voilà. Mais dis-toi, comme je l'ai dit avant, c'était le seul qui se destinait à faire une carrière de comédien par la suite, tu vois. Enfin, tu vois, c'est lui. Ouais. Lui, il voulait vraiment être comédien, les autres, pas vraiment, quoi. Je veux dire, les autres, ils étaient là. Mais c'est vrai que tu vois, quand tu vois cette différence, comment tu vois qu'ils prennent entre 10 ans à la peine capitale, je veux dire, sur leur visage, tu y crois, tu vois. Ouais, tu y crois. Mais c'est quand même dingue pour des amateurs, quoi. Tu vois, c'est quand même impressionnant. Seulement ça, ma vache, c'est une serrure à pompe. T'as vu, ils sont passés. Oui, remets la porte. Roland Barba, il était tellement lassé du tournage et de jouer, en fait, le gars qui est en prison, qui s'est fait la malle, quoi. Ouais. Il est parti, je crois qu'il est parti genre 1 ou 2 semaines et finalement, c'est José Giovanni qui l'a retrouvé et qui l'a ramené devant l'objectif, quoi. Ah ouais. Il lui a dit non, vas-y, reviens et tout, tu vois. Ça a dû lui remémorer pas forcément des bons souvenirs. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je pense. Oui, c'est ça. Les moindres gestes, toi qui, voilà, effectivement, la glace qui va mettre il avec vraiment la brosse à quoi. dents. Oui. Ah, c'est dingue. Non, mais c'était ingénieux. Mais tu vois que les gars, ils étaient. Moi, rien que sur ça, franchement, les mecs, je dis, c'était quand même, toi, pour préparer l'évasion de haut, les mecs, c'était quand même des génies, quand même. Ouais. Toi, parce qu'ils avaient peu de moyens, toi, ils n'avaient rien du tout. Ouais, je dirais avec un morceau de carton de bout de ficelle, ils arrivaient, toi, avec une cuillère haute, les mecs, ils arrivent à te préparer une évasion, quoi. Ouais, comme le truc, quoi, comme le petit sablier qu'ils ont arrivé à créer, en fait, avec moi, c'est dingue, juste pour ça. En fait, le sablier, il est juste là pour vraiment qu'ils arrivent à se situer en termes de temps en dessous quand ils sont dans le trou, quoi, pour pas monter trop tard. Tous les objets ont leur importance. Tu vois que je veux dire que Becker, toi, rien de superflu, a placé, voilà, il n'y a rien de superflu, exactement. Et c'est tellement bien fait que, en fait, quand on est dans ce huis clos avec eux, dans cette petite cellule, en fait, on voit tout, quoi. Quand ils se brossent les dents, quand ils vont aux toilettes, enfin, c'est vraiment. Là, tu peux pas tricher. Hein. Tu peux pas tricher là, tu triches rien. C'est vraiment. Et puis vraiment, comme dit, ouais, c'est exposé avec précision. Hein. On a une intrigue avec un rythme volontairement un peu lent, mais définitivement prenante et passionnante. Moi, je le conseille à tout le monde. Et c'est vraiment mon incontestable film numéro 1 de l'année 1960. Donc H, c'est pareil, j'imagine. Oui. Pour moi, c'est vraiment un film. J'ai vraiment eu plaisir à le revoir. Moi aussi. D'ailleurs, j'ai même l'intention là là, j'attends, mais je vais de l'acheter en Blu-ray là, parce que j'ai vu qu'il est sorti en Blu-ray. Ouais. Donc je vais le prendre en Blu-ray parce que c'est vraiment un film à avoir dans sa collection. Bon, H, voilà. Notre top 5 de l'année 1960, c'est terminé. Alors, j'espère vraiment que l'on a réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir certains films de cette année. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous donner votre top 5 à vous de l'année 1960. Et si vous avez apprécié cette année 1960 avec nous, soyez fidèles au rendez-vous de l'année 1961, une très belle année également. Comme toujours, hein, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Hein. C'est comme ça que vous aidez à faire connaître la Caverne du Ciné. H, moi je te remercie pour ta présence. C'est moi qui te remercie de l'invitation. J'espère que tu as apprécié ce premier top 5 spécial film français.
Oui, j'ai été très content. Et puis, content aussi que notre classement voilà, diverge. Voilà, que, Ah oui, on a un petit peu parlé de tout. voilà. Après, comme On je, est passé comme, par plusieurs genres et c'est très bien. exactement, mais comme je dis toujours aux gens, c'est pas grave si vos films préférés ne sont pas là dans le top. Enfin, voilà, je veux dire, Ah oui, il y, a- oui, après. il y avait d'autres bons films en 1960. On doit faire un top 5. Je veux dire, Ah oui, après, c'est totalement subjectif, croyez-moi, hein, c'est tout. croyez-moi, on en a vu beaucoup des films de 1960, donc on peut en juger quand même, parce qu'on n'a pas juste vu 5-6 films pour vous faire plaisir. On en a vu énormément. Il y a également Plein Soleil, par exemple, avec Alain Delon. Film magnifique, je veux dire. Oui, de René Clément, oui, bien sûr. Après, il faut faire un choix, quoi. Je veux dire, Oui, chacun non, en a mais fait de un toute choix. façon, ce choix est totalement subjectif, voilà, Exactement. propre à nous. Et après, si Après, d'autres comme. personnes, en vrai, on n'a peut-être pas tout vu non plus, même si par Non, rapport à bien ce qui est sûr. sorti, mais s'il y a des. Bien sûr, Moi, il y en je a suis beaucoup. toujours preneur, c'est des petites pépites Ouais. qu'on n'aurait peut-être pas vues, voilà, qu'on peut nous conseiller, il n'y a pas de problème, hein. En tout cas, le but, vraiment, vraiment, le but de cette émission, comme dit, comme je disais au début, c'est vraiment de mettre en avant certains longs métrages français dont pas grand monde vraiment parle sur YouTube, quoi. Oui, parce Et que c'est tous ces films-là, même là aujourd'hui, hein, même sans parler de YouTube, c'est pas des films que tu vois diffusés à la télé. non, 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 pas du Je veux tout. dire, voilà, c'est des films qui ont totalement disparu sous les radars. C'est ça. Donc, bon, c'est bien de les remettre en avant. C'est le but, c'est le but de la Caverne du Ciné, de parler du cinéma français et de remettre systématiquement ce genre de film un peu moins populaire qui va faire moins de vues. Mais tant pis, franchement, nous, on a pris du plaisir en tout cas. Et H, on se retrouve le mois prochain, nous, pour un nouveau top 5 de Eh ben, l'année pour l'année 1961. 1961. Bah ouais, Voilà. tout à fait. Alors, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la Caverne du Ciné. Je vous embrasse. Ciao, moi, bonne soirée. Ciao, salut Steve, à bientôt. Salut les gars.